Au sommaire de ce journal, la 7e session extraordinaire du Conseil économique et social a été clôturée plus tôt que prévu. Cette anticipation est due au décès de Nestor Ouadaï, vice-président de l'institution. Vous aurez le point des dossiers étudiés au cours de cette rencontre dans ce journal. Les coups d'État se répètent de plus en plus en Afrique. Quelles sont les causes profondes de ce retour des militaires au pouvoir? Élément de réponse dans cette édition avec le politologue Morgan Assogba. En France, le procès des attentats du 13 novembre se poursuit. Le principal accusé continue de faire de la provocation et cela a conduit à la suspension de l'audience jeudi dernier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci infiniment de nous rester fidèles et bienvenue à cette édition. La clôture de la 7e session extraordinaire du Conseil économique et social a été anticipée en raison du décès du vice-président Nestor Ouadaï. Plusieurs dossiers ont été étudiés au cours de cette rencontre. En voici le point avec Romaric Dossa. Ces cadres du Conseil économique et social sont à la clôture de leur 7e session extraordinaire 2021. Au menu de la séance, la présentation des rapports d'activité des différentes commissions. Mais il est aussi impossible de passer sous silence la disparition du vice-président de l'institution, Nestor Ouadaï. Quelle perte que cette disparition tragique qui crée un grand vide tant dans nos cœurs qu'autour de nous-mêmes. Plus qu'un collègue, nous venons de perdre un frère à tout point de vue. Vous comprenez avec moi les raisons profondes de la modification du calendrier de la 7e session extraordinaire qui prend fin ce jour même. Après son discours, le président du CES s'est rendu à la salle de réunion du développement rural et de l'environnement, salle de la commission numéro 2 à laquelle appartenait le défunt, mais érigée pour la circonstance en salle de recueillement et de signature de livres des condoléances. Monsieur Nestor Ouadaï m'appelait affectueusement Dagbagidi. Il a été très utile au sein du Conseil économique et social. À chaque occasion que cela m'est permis, je montais toujours dans son bureau pour m'abreuver aux sources de sa sagesse et prendre de lui quelques notions de son immense expérience. L'institution compte marquer sa présence au plus haut niveau à toutes les étapes de funérailles de feu Nestor Ouadaï, le géniteur du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï. La maison de la société civile a procédé à la formation des organisations de la société civile sur la démarche d'intégration des objectifs de développement durable dans les plans de développement communaux. Objectif, permettre aux organisations de la société civile de s'approprier les instruments locaux pour l'intégration des ODD. Activer les mécanismes locaux pour l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est la priorité des organisations de la société civile. Les acteurs se réunissent en session pour discuter des problèmes qui minent le développement de notre société. Rapport 2020. 8 organisations sur 10 ont affirmé ne pas connaître la spatialisation des ODD. Dans un deuxième temps, les études des tables sur la cartographie des OSC intervenant dans la mise en œuvre des ODD révèlent que les efforts des OSC sont très dispersés. La séance vient à point nommé. Elle s'est tenue à la veille de l'élaboration des nouveaux plans communaux de développement. L'amélioration des conditions de vie des populations passe nécessairement par toutes les initiatives donc portées au niveau des territoires. Les ODD à plus de 60% doivent être réalisés sur le territoire. La représentation OIF au niveau régional, la Commission nationale permanente de la francophonie au Bénin ici seront attentives aux impacts de cette formation qui se déroule en ce moment à Cotonou. Durant les 3 jours de formation, ces acteurs de la société civile seront mieux outillés pour répondre de manière efficace aux besoins de nos communes. Pour acquérir une parcelle en République du Bénin, plusieurs dispositions sont prévues, ceci pour la sécurité du vendeur et de l'acheteur. Conchita Gezomevo, présidente de l'Ordre national des géomètres experts, nous en dit plus au micro de Romaric Dossa. Il y a 2 choses. Il faut déjà s'assurer, est-ce que celui qui me vend la parcelle est réellement propriétaire?
Ça veut dire, est-ce qu'il dispose d'un titre foncier? Vous savez, très vite, notre code foncier et domanial prévoit que vous ne pouvez plus vendre la parcelle aujourd'hui si vous-même vous n'êtes pas propriétaire. Selon notre code, vous n'êtes propriétaire que lorsque vous disposez d'un titre foncier. Maintenant, au cas où, puisqu'on est toujours dans la période transitoire où les gens continuent de vendre sans propriété foncière, il faut se demander, là où je vais acheter, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est un espace déjà loti ou bien c'est en milieu rural? Je vais acheter en milieu rural. Le vendeur doit disposer de ce qu'on appelle un ADC. Donc, ADC, ça veut dire une attestation de détention coutumière. C'est ce que prévoit le code. Lorsque nous passons en milieu urbain, donc là où il y a déjà eu un aménagement, ou là où déjà un lotissement a déjà été conduit, il y a plusieurs types de papiers que doit disposer votre vendeur. Déjà, lui-même, vous lui demandez où se trouve sa convention de vente, chez qui il a acheté. Est-ce qu'il dispose d'un acte présomptif de propriété tel que attestation de recasement si déjà l'endroit où vous voulez acheter est à l'étape de recasement? Si c'est à l'étape d'état des lieux, il faudrait lui demander quel est son numéro d'état des lieux. Il faudrait vérifier au niveau, demander si c'est en cours de lotissement, quel est le géomètre qui conduit les opérations sur cette zone-là. Et là, vous vous rapprochez du géomètre pour vous assurer que celui qui veut vous vendre, c'est bien lui qui est enregistré. Ou alors, c'est auprès de la mairie. Si c'est déjà une opération qui est achevée, terminée, la mairie doit disposer du répertoire, de l'emplacement et vous confirmer qu'effectivement, celui-là, ça lui appartient. Il est le propriétaire, ainsi de suite. Alors, une fois aussi que vous avez maintenant acheté, vous devez vous dépêcher pour aller vous faire établir le seul acte qui vous confère la propriété entière, qui n'est qu'aujourd'hui le titre foncier chez nous. Les coups d'État deviennent récurrents en Afrique. Comment expliquer ce retour des militaires au pouvoir dans des pays ayant déjà entamé la transition démocratique? Élément de réponse avec le politologue Morgan Asogba. La contagion se propage. L'Afrique est de plus en plus malade sur le plan politique. Après le Mali, le Tchad, c'est en Guinée-Conakry que les militaires ont pris le pouvoir dimanche 5 septembre 2021. Pour l'analyste politique Morgan Asogba, le continent est en plein dans un processus de croissance politique et cela ne devrait pas étonner outre mesure. Et vous savez, lorsque vous souffrez, vous avez une quelconque difficulté où vous êtes en pleine croissance, même en tant qu'individu, il y a une période qu'on appelle l'adolescence, une période de turbulence. Et on peut dire que l'Afrique aujourd'hui traverse une fois de plus une période de turbulence où ce n'est pas peut-être forcément l'adolescence, mais peut-être un passage à l'âge adulte. Pourquoi est-ce que nous disons ceci? Lorsque vous observez les coups d'État en Afrique, les premiers coups d'État qui ont survenu, c'est juste après les indépendances. Et on en a une qui est réelle. Le Bénin aussi était considéré comme l'enfant malade à cause de la multitude des coups d'État. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a observé? Une stabilité. Une stabilité qui a déjà fait plus de 2 décennies dans certains États, plus de 3 dans d'autres États. Alors, les États qui ont connu la stabilité nécessaire vont continuer cette transition jusqu'à ce qu'ils en aient marre du système et qu'il faille construire à nouveau après avoir déconstruit. Le manque d'alternance au pouvoir et la mauvaise gouvernance sont les principaux symptômes à prendre en compte dans cette Afrique contaminée par les coups d'État à répétition, estime l'analyste politique. Tous les États qui n'ont pas pu connaître cette stabilité acceptée par l'ensemble des acteurs politiques sont les États qui souffrent. Les États dans lesquels on a vu une seule partie, c'est-à-dire un seul groupe de personnes gérées depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée et bien d'autres situations de coups d'État en Afrique. Si vous regardez de près, vous verrez que cela est lié à la difficulté de gestion, la crédibilité de cette gestion et l'absence d'une variation des différents acteurs impliqués. Pour l'analyste politique Morgan Asogba, il est possible que les militaires qui font des putschs soient soutenus par des puissances étrangères. En partant de l'exemple guinéen, il essaie de nous édifier. Est-ce qu'il a mené cette action de putsching seul? Est-ce que c'est une initiative de Mamadi?
est-ce qu'il y a des acteurs externes qui sont impliqués dans tout ce processus? C'est nécessaire de se poser la question. Et là, tout de suite, je vous dirais oui, il y a forcément des acteurs externes. Parce que lorsque vous regardez la méthodologie qui a été employée, ce n'est pas de l'improvisation. Tout a été planifié. Des tirs dans la société, un assaut direct sur le palais, une prise du président et on l'a conduit directement là où il faut le conduire pour sécuriser la situation. Et donc forcément, Mamadi a un soutien. Qui soutient Mamadi? Les analystes qui ne cherchent pas à aller très loin diront tout de suite la France. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la logique? Bien sûr qu'ils sont dans une certaine logique. Puisque Mamadi est un ancien légionnaire de la France et qu'il a une carrière assez développée à l'extérieur. Donc ceux qui voudront voir plus loin que la France pourront citer peut-être les États-Unis. Et vous voyez, nous sommes dans un cocktail d'acteurs externes qui, d'une façon ou d'une autre, sont concernés par ce qui se passe à l'interne. C'était donc là l'analyste géopolitique Morgan Assogba qui nous parlait des coups d'État à répétition en Afrique. Parlons à présent de la situation en Guinée-Conakry. Alors que la mission de la CEDEAO est attendue à Conakry, les Guinéens ont du mal à accepter la décision de l'organisation. Aucune sanction économique n'a pour l'heure été évoquée contre la Guinée, mais le pays a été suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO à la suite du coup d'État militaire. Une sanction politique qui fait réagir dans les rues de Conakry. Reportage. Alors que la mission de la CEDEAO est attendue à Conakry, les Guinéens ont du mal à accepter la décision de l'organisation. Aucune sanction économique n'a pour l'heure été évoquée contre la Guinée, mais le pays a été suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO à la suite du coup d'État militaire. Une sanction politique qui fait réagir dans les rues de la capitale. Bon, je pense que la CEDEAO a tort parce que sinon, depuis que le coup d'État constitutionnel a commencé en Guinée, la CEDEAO existait. Donc, juste ils n'ont rien dit, aucun mot. Donc maintenant, c'est maintenant qu'ils vont se réveiller pour nous dire quoi. Donc, ils n'ont aucune leçon à nous donner parce que voilà, nous, on soutient ici le colonel Mamadi, comment dirais-je, Doumbouya. Mais la CEDEAO, c'est vous de la Guinée. Quand Alpha passer les élections pour le 3e mandat, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. L'an dernier, la CEDEAO s'était retrouvée dans une situation similaire après le coup d'État au Mali. Elle avait alors suspendu le pays de l'organisation et pris des sanctions économiques qui étaient mal passées auprès de la population malienne. Après la Guinée, revenons au Nigeria où le président Muhammadu Buhari s'est rendu jeudi dans le sud-est du pays, région en proie à des tensions séparatistes où les attaques contre la police se multiplient 2 mois après l'arrestation du leader pro-Biafra Nnamdi Kanu. Muhammadu Buhari s'est rendu ce jeudi dans le sud-est du Nigeria, plus précisément à Owerri. Ici, 5 mois plus tôt, des hommes armés ont attaqué une prison pour libérer des centaines de prisonniers. La région est en proie à des tensions séparatistes et les attaques contre la police se multiplient depuis l'arrestation il y a 2 mois du leader pro-Biafra Nnamdi Kanu. Cette année, plus de 100 policiers ont été tués selon les autorités. Alors pour la visite du président Buhari, venu inspecter les récents projets de construction avec le gouverneur local, la ville était quadrillée par un important dispositif sécuritaire. J'ai vécu le même problème dans le centre du pays. Pour m'assurer que l'infrastructure est ce qui permettra aux gens de s'occuper de leurs affaires. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de sécurité, que peuvent faire les gens? Absolument rien. La sécurité est numéro 1, je pense, et nous allons essayer d'y arriver pour la sécurité et l'économie. Quand les gens se sentent en sécurité, ils s'occupent de leurs affaires. Avant la visite du président, le mouvement indépendantiste Hip-Hop avait appelé les gens à rester chez eux et les entreprises à rester fermées en signe de protestation. Direction à présent le Maroc où le parti Rassemblement National des Indépendants salue une volonté populaire de changement après avoir remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement. Aziz Akanouche, chef du parti RNI, décrit cette victoire comme étant celle de tous les Marocains.
Au Maroc, le chef du parti Rassemblement national des indépendants, RNI, a salué le comportement des Marocains à l'issue des élections législatives. Après que son parti ait remporté le plus grand nombre de sièges, Aziz Akanouche a associé cette victoire à une volonté populaire de changement. Cette victoire est votre victoire. C'est la victoire de tous les Marocains. Et c'est la victoire de la démocratie. Au cours des derniers mois, nous avons présenté notre manifeste électoral composé de 5 engagements et de 25 mesures concrètes. Ce manifeste constituera la base des négociations avec les partis nationaux pour la constitution d'une majorité forte et homogène. Cette majorité rompra avec le passé et aura une vision commune et un programme gouvernemental ambitieux. Le dépouillement de la quasi-totalité des votes a révélé que le RNI avait remporté 97 des 395 sièges de la Chambre basse du Parlement, contre 12 sièges pour le parti islamiste Justice et Développement au pouvoir depuis 2011. L'escalade au sommet de l'État en Somalie a franchi un cap supplémentaire ce jeudi avec une nouvelle confrontation entre d'une part le Premier ministre et le Président de la République sur le limogeage du ministre de la Sécurité. Cette crise qui s'est exacerbée depuis le week-end dernier a plongé dans la tension ce pays de la Corne de l'Afrique déjà confronté à une impasse électorale et à une insurrection djihadiste. En Somalie, le torchon brûle entre le président et son premier ministre avec une nouvelle confrontation ce jeudi entre les deux hommes concernant le limogeage du ministre de la Santé. Ce dernier a été remercié le week-end passé par le premier ministre Mohamed Roble et remplacé mercredi par un critique du chef de l'État, Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, qui a dénoncé comme invalide constitutionnellement cette nouvelle nomination. Il s'agit de la deuxième confrontation en quelques jours entre Farmajo et Mohamed Roble. Dimanche déjà, le Premier ministre avait limogé un intime du président, le chef de l'agence des services de renseignement et de sécurité, la NISA, remettant en cause sa gestion de l'enquête sur la disparition d'une de ses agentes. Le président somalien avait alors riposté, annulant la décision de son Premier ministre et nommant un remplaçant de son choix à la tête de la NISA. Depuis, une certaine tension s'est emparée de la capitale somalienne, 5 mois seulement après les affrontements armés qui ont sévi à Mogadiscio et ravivé le souvenir de décennies de guerre civile, et alors que la Somalie est déjà confrontée à une impasse électorale et à une insurrection djihadiste. En France, le procès des attentats du 13 novembre se poursuit. Salah Abdeslam dédouane certains de ses co-accusés et ce comportement du principal accusé a déjà provoqué une suspension de séance à peine l'audience ouverte ce jeudi. Plus de précisions dans cet élément. En France, au deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam s'est à nouveau exprimé. Le principal accusé s'est employé à dédouaner plusieurs de ses co-accusés. Lui est le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Les autres prévenus sont poursuivis pour leur rôle dans la préparation des attentats. Ils n'ont rien fait, a lancé Salah Abdeslam, avant que le président de la Cour spéciale ne coupe son micro et suspende l'audience. En fait, depuis l'ouverture du procès ce mercredi, le franco-marocain semble décidé à se faire entendre. Abdeslam a parlé. Et je pense qu'il est encore dans la provocation. Le silence est une provocation et sa parole est une provocation, surtout ce qu'il dit. Il faut faire attention à une chose, je pense, dans ce procès. C'est que la cour d'assises ne doit pas être une tribune pour qu'il puisse exposer ses idées mortifères. Depuis hier, le président de la cour d'assises spéciale s'efforce de couper court aux provocations de Salah Abdeslam. Le président, il prend la mesure, il est ferme. Il est bien, il a l'air d'être bien. Donc voilà, là on met tout de suite le ton. Il ne va pas se laisser embarquer par les trucs. Donc là aussi, là, j'ai confiance. Ce procès est censé durer 9 mois. 9 mois pour faire la lumière sur ces attentats djihadistes les plus sanglants que la France ait jamais connus. Ces attaques à Saint-Denis et à Paris, le soir du 13 novembre 2015, ont fait 130 morts et près de 400 blessés. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.